Bonjour Françoise, Bonjour. merci beaucoup d'accepter mon invitation pour cet épisode d'Haute Culture. C'est un immense plaisir de te recevoir. Donc, Je suis très contente aussi d'être invitée. on va passer un petit bout de temps ensemble. Euh, D'accord. Si tu veux bien, je peux commencer par une présentation. En tout cas, tu vas me dire si tu souscris à ces quelques mots, histoire d'avoir une bonne base de départ. Françoise, tu es née à Paris en 1952, mais c'est à La Réunion que tu as grandi. Et quand on s'appelle Vergès à La Réunion dans ces années-là, on ne passe pas inaperçu. Dans les années d'après non plus. Raymond Vergès fut ton grand-père, il fut député. Paul Vergès, ton père, a été député, sénateur, président du conseil régional, et ton oncle, Jacques Vergès, un avocat aussi redouté que célèbre. Mais pourtant, tu as tracé ton propre chemin, loin des trajectoires toutes faites, bien loin même des trajectoires toutes faites, en t'imposant comme une voix singulière et radicale. Tu as eu 1000 vies, journaliste, éditrice, enseignante, femme de ménage, militante, politologue. Tu as été étudiante aussi, diplômée en sciences politiques et études féministes à l'université de San Diego, puis docteur en théorie politique à Berkeley. Aujourd'hui, tu es essayiste, curatrice indépendante. J'ai pu lire quelque part agitatrice culturelle. Alors, tu me diras si tu te reconnais dans ce terme. Tu travailles en tout cas à faire le lien entre artistes et activistes, à ouvrir des brèches dans la pensée dominante. Tu es une figure incontournable du féminisme décolonial et l'une des intellectuelles les plus pertinentes sur la décolonisation des arts et des musées. À travers tes ouvrages, tu déconstruis les systèmes de domination et les logiques de pouvoir qui traversent nos sociétés. Si je dois citer quelques livres parmi les plus récents, on peut parler Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, aux éditions Albin Michel en 2017, ou encore Un féminisme décolonial à la Fabrique, 2019, Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection, aux éditions de la Fabrique en 2020, et toujours aux éditions de la Fabrique, cette fois-ci en 2023, Programme de désordre absolu, décoloniser les musées. Est-ce que cette présentation te paraît suffisamment solide pour démarrer cette conversation? Est-ce que tu as des Oui, choses à... peut-être que je dirais que pour mon père, surtout ce qui est marquant, c'est qu'il a été le leader du mouvement communiste anticolonial à La Réunion, plutôt que député, tout ça, parce que ça arrive après de longues batailles, et que ma mère aussi était une militante féministe anticoloniale, et que donc ça a beaucoup, beaucoup forgé mon éducation, hein, Bien sûr, politique, enfant et adolescent. Donc ça a été vraiment, en fait, important pour moi. C'est vraiment oui, là, ça a forgé quelque chose qui ne s'est jamais effacé. Et puis, bon, de toute façon, on pourra parler de ça plus tard. Et puis, peut-être le dernier ouvrage qui est Making the World Clean, Wasted Lives, Wasted Environment and Racial Capitalism, publié par Goldsmiths Press fin 2024. très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, je comptais bien reparler de cet héritage familial, puisque j'ai pour tradition de commencer pour rentrer dans le monde de mon invité, de commencer de rentrer par la porte des souvenirs sensoriels. Ce que je te propose, c'est si je te dis, je te demande des souvenirs de ton enfance, donc tu choisis la période de ton enfance, mais liée au bruit, aux odeurs. Quels bruits et quelles odeurs peuvent te revenir assez spontanément? Alors peut-être le bruit du vent, des vents tropicaux, ce qu'on appelle les alizés, ce bruit, le bruit des vagues. Parce que on habitait près de l'océan, pas loin de l'océan à Saint-Denis, et toute mon enfance a été bercée par le bruit des galets que faisaient rouler les vagues. La nuit, ça me berçait. Ça, c'était un bruit qui a été perdu parce que maintenant il y a des routes qui ont été construites, donc on n'entend plus l'océan. Mais le bruit de l'océan a toujours, oui, oui, c'est un bruit qui a beaucoup compté. L'odeur, les odeurs de, qu'est-ce que j'ai, de la cuisine, les odeurs de la cuisine. J'ai été très tôt intéressée par la cuisine. C'est-à-dire que petite fille, j'allais dans la cuisine et je demandais ce que je pouvais faire. Et on me confiait des tâches voilà, des tâches de marmiton, si on peut dire. C'est-à-dire de trier le riz, de trier les haricots, de peler l'ail, enfin pas des choses très importante parce qu'on me signifiait que j'en étais encore là.
qu'il fallait passer par ces étapes. Et donc, je m'asseyais sur un petit tabouret et je restais des heures. J'étais déjà fascinée par la manière de faire la cuisine. Et puis, quand j'ai pu apprendre de regarder, je me souviens que quand je demandais mais à quel moment faut-il ajouter les oignons, on me disait tu vois. Et cette expression, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 5 minutes plus tard ou je sais pas quoi, ou quand les oignons sont comme ça, c'est que en fait, dans la cuisine, plusieurs sens comptent, pas seulement donc l'odorat évidemment, mais aussi le regard. Et moi encore aujourd'hui, quand on me demande mais à quel moment tu mets ça, je dis ben ça se voit, on voit. Donc il y a ça. Et puis les goûts, oui, beaucoup les goûts, beaucoup de goûts d'enfance qui me sont restés. Comme quoi? Les goûts adorer la mangue verte avec du piment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas quitté. Dès que je peux trouver des mangues vertes, je m'en achète et je les mange avec le piment, tout ce qui pouvait être aigre et salé. Aigre, salé, pimenté. Voilà, donc tout ce qui est aigre, salé, pimenté est resté pour moi un goût extrêmement que j'adore, quoi. C'est-à-dire que les fruits, je les préfère verts que mûrs. Je les préfère donc avec du sel et du piment qu'avec du sucre. Voilà. Qui cuisinait chez toi? Alors mon père cuisinait très bien, ma mère n'aimait pas cuisiner. Donc, j'ai pas du tout été élevée dans une tradition, dans une position traditionnelle de mère à la cuisine. Et puis, voilà, pas du tout. Et puis, une femme qui venait cuisiner aussi, parce que très souvent, mes parents étaient absents, parce qu'ils étaient pris dans leur activité militante. Ouais, j'ai écouté pour préparer cette émission, j'ai écouté un podcast, je mettrai le lien parce que j'ai été fasciné. Tu l'as enregistré c'était en 2020, Fille de lutte. Tu te rappelles c'était un podcast pour Spotify qui retrace et puis c'est très bien fait en termes de son et qui retrace ton histoire. Et oui, effectivement, tu l'as précisé dans l'introduction. Au-delà des statuts députés et tout ça, c'est quand même peut-être qu'on peut quand même parler de ta maman. Alors, j'inviterai les auditeurs à écouter aussi le podcast dont je parle là. Mais j'aimerais quand même que tu m'en parles toi aussi. Enfin, là, dans notre conversation de ta maman, donc Laurence, qui est née Laurence Derouin, c'est ça? Oui, Et qui était militante féministe. Mais j'aime bien quand tu précises dans le podcast, tu dis ma maman, c'était une militante féministe déjà à cette époque-là, mais elle était dans les manifestations. J'ai des photos où elle est en jupe crayon avec son sac à main. Donc elle avait cette élégance dans le militantisme. oui, oui. Ah, ça, j'ai bien un souvenir de ma mère, toujours très élégante, très, très élégante. J'ai grandi et puis toujours aussi maquillée, enfin bien mise, comme on dit, selon l'expression. J'ai par exemple une photo d'elle, mon père revient de prison, tout ça, elle est à côté de lui, elle l'enregistre, elle a un petit cardigan, une petite jupe droite, les cheveux comme bouclés et des lunettes de soleil très chic. Et donc, oui, oui, pas du tout, oui, j'ai grandi avec ça. Ma mère était française, elle est née en France, et elle était militante avant de connaître mon père. Donc, c'est pas mon père qui l'a amenée à la conscience politique, elle l'avait déjà. Elle était au Parti communiste français, mais aussi à d'autres organisations. Et elle s'intéressait beaucoup à la culture et à tout cela en étant jeune fille. Mais ce qui me frappe, c'est que pour moi, si tu veux, ma mère ne parlait jamais tellement de son pays. On n'a pas du tout été élevé dans une nostalgie de son pays. C'est-à-dire, nous n'était pas la France, je regrette les saisons, ah si je pouvais revoir l'hiver, tout ça. Pas du tout. Elle a complètement adopté La Réunion comme son pays et elle y a été. Et donc, nous, on a grandi. Il y avait la France, évidemment, on savait qu'elle était française, mais il n'y avait pas du tout de la France comme une nostalgie. Pas du tout, du tout. Donc, par exemple, je sais pas, les pommes, les poires, ou des choses comme ça, Hmm. on n'en entendait pas parler. Ma mère ne disait pas, oh, je regrette telle saison, tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle était complètement dans le monde qu'elle a décidé qui serait le sien et qui a été La Réunion. Mais c'était une grande lectrice. Elle lisait beaucoup de littérature, donc en tout cas moi, elle m'a donné ce goût-là. Elle a été Elle m'a donné libraire ce aussi. goût. Elle a été libraire. Comment? Après, elle a été Elle a libraire. été
un tout petit moment libraire quand elle est arrivée à La Réunion, Ouais, d'accord. dans les années 50. Enfin, bon, la librairie n'a pas tellement marché, peu de gens achetaient de livres à l'époque. Et en fait, la plupart de ces livres sont arrivés à la maison parce qu'ils avaient été achetés, etc. Et elle voulait ouvrir une librairie. Et donc, moi, j'ai grandi dans une bibliothèque, si je puis dire, de livres aussi qu'on ne trouvait pas. Je veux dire, c'était pas que la littérature française, il y avait la littérature russe, la littérature d'Amérique du Sud. Et moi, j'ai grandi là-dedans, donc aussi une ouverture à une littérature plus grande que ce qu'on me donnait à l'école, qui était essentiellement la littérature française, qui était strictement la littérature française. Mais surtout de la voir toujours lire. Elle aimait aussi beaucoup le cinéma, donc elle m'a beaucoup emmenée au cinéma, dans des ciné-clubs. C'était quelqu'un qui nous a toujours jamais fait peser quoi que ce soit. On avait des vacances, on était comme des enfants, même au milieu parfois de moments qui étaient des moments de répression directe contre mes parents, hein, pas de répression générale, mais directe contre eux. Mais on continue à vivre à la fois cette répression, on en était témoin quand même, on était dedans, et en même temps de continuer à vivre comme des enfants. Et qu'est-ce que tu penses que tu as le plus gardé d'elle aujourd'hui? Sa douceur, elle était très douce, et son amour de la littérature. Mais est-ce que, pour qu'on se resitue, alors déjà on est à La Réunion, je dis dans les années 50. Est-ce que être militante féministe, c'est être une ovni un petit peu à cette époque-là déjà? Je pense que ma mère, en arrivant, qui était une jeune femme qui avait été élevée avec une très grande liberté, hein, pendant la guerre, elle est en vélo, elle court partout. Après la guerre, elle travaille au ministère de la Reconstruction avec Jean-Pierre Vernant, le grand helléniste. Enfin, je veux dire, elle n'arrive pas. Elle est déjà une femme, je veux dire, avec sa propre vie avant de rencontrer mon père et avant de revenir à La Réunion. Donc, je ne suis pas sûre que c'était toujours facile, parce que je me souviens notamment, elle avait un vélomoteur, ou je ne sais pas comment ça s'appelait, elle me mettait derrière. Et moi, j'adorais ça, évidemment, mais je me dis, mais dans les rues de Saint-Denis, c'était certainement totalement incongru de voir une jeune femme aux longs cheveux blonds, roux, elle était blonde roux, avec une petite fille derrière aux cheveux tout noirs, circulant sur un vélomoteur, quoi. Et puis elle était quand même l'épouse d'un homme qui était lui-même le fils d'un grand dirigeant, de quelqu'un qui avait été extrêmement admiré et adoré dans la population. Donc elle arrivait aussi, elle n'était pas toute seule, elle arrivait aussi en étant tout cela, mais elle a su faire son chemin. Elle a su faire son chemin. Et que ce soit mon grand-père, que j'ai un tout petit peu connu, mais aussi ce qu'elle m'en a dit, ou mon père, l'ont toujours encouragée à continuer à être qui elle était. Mais tu sais, à un moment dans le podcast, tu disais que quand tu étais enfant, ado, c'était insupportable pour toi ce truc-là de la possession d'un homme qui dirait ma copine ou ma. Ah oui, ça me rendait dingo, oui, Mais ça me rendait dingo. est-ce que ta maman était comme ça? Ou ça c'est Et vraiment toi? ma mère, c'était Laurence Vergès, c'était pas Madame Vergès. Non, non, pas du tout. Et mon père, il disait jamais ma femme, ou c'est ça, il OK. disait Laurence. Il parlait de ma mère en disant Laurence. Donc, il lui donnait un prénom. Non, non, alors pas du tout. Alors ça, pas du tout. Euh, Elle nous a élevés vraiment, puisque j'ai une sœur aînée, comme des. Oui, sans nous faire de leçons. Hein, je ne me souviens pas je sais pas, qu'elle nous ait assises et puis en nous prévenant de, je sais pas, des difficultés ou des problèmes, mais en nous disant d'être libre. Euh, Moi, je sais, enfin, je peux parler pour moi, je peux pas parler pour ma sœur, que je ne pense pas avoir été freinée ni par mon père ni par ma mère dans ce que je voulais faire. Jamais, jamais. Pas du tout. Ma mère parfois craignait un peu plus pour moi, mais en même temps, ils ne m'ont jamais posé d'obstacles. C'était un des principes d'éducation pour eux, c'était qu'on doit faire sa propre vie, et qu'ils nous assuraient qu'ils seraient là si nous arrivait des choses terribles, qu'ils seraient là, mais ils ne nous empêchaient pas euh, d'expérimenter. Sur ce podcast, on explore les questions de l'hospitalité, des hospitalités. Est-ce que tu as un souvenir, si on reste encore dans cette période-là, un ou des souvenirs liés à l'hospitalité? Alors, mes parents allaient beaucoup dans tous les milieux.
pour leur militantisme, et ils nous emmenaient. Et moi, très rapidement, je me souviens que j'ai beaucoup voulu les suivre. Donc je peux parler de moi, je peux pas parler pour mes frères et sœurs. J'ai absolument voulu les suivre, j'étais tout le temps avec eux. Et là, je me souviens de l'hospitalité, mais incroyable du peuple, quoi, des gens du peuple de La Réunion, reçus avec une générosité incroyable. J'ai vraiment grandi là-dedans. J'ai grandi avec aussi le sentiment que je pouvais être dans tous les milieux, qu'aucun milieu ne m'était interdit. Euh, et donc la possibilité de circuler d'un milieu à l'autre sans penser que ça m'était interdit. Donc oui, là j'ai l'hospitalité extrême du peuple, vraiment, Tu des as, classes populaires, comme on tu as dit. une anecdote, un souvenir comme ça plus précis qui remonte? Je sais pas, en arrivée, c'était toujours, il y avait toujours à manger. Moi, j'allais jouer avec les animaux, avec les enfants des gens, et ce sentiment d'extrême générosité surtout, d'extrême générosité. Puis il y a eu des moments où mes parents, mon père a été dans la clandestinité ou était en prison, et les gens nous accueillaient, proposaient d'accueillir les enfants pour qu'on ait quand même des vacances. Et Mmh. on passait des vacances comme ça, mais comme si on était les enfants de la famille, quoi. On n'était pas mis à part, on faisait partie de la famille. Donc on devait être à des moments précis au repas, on devait aussi débarrasser, enfin faire comme les enfants de la famille. C'est ce sentiment-là dans des moments de grande insécurité produite par l'État répressif, ce sentiment de sécurité absolue. Parce que effectivement, cet état répressif là, qu'est-ce que à cette époque-là, pourquoi tes parents sont persécutés? Quelles idées défendent-ils au point que ta maison soit fouillée, j'allais dire tous les 4 matins, tu me diras peut-être pas tous les 4 matins, mais tu racontes, que des policiers venaient fouiller, au milieu de tes jouets, qu'il y avait des enfin que vous vous cachiez, avec vos frères et sœurs, vous jouiez aux marionnettes en attendant que ça se passe dans une chambre. Bon, oui, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Et, Alors, mes parents, en 1959, le Parti communiste réunionnais est créé. Un des fondateurs est mon père avec d'autres camarades. Et leur mot d'ordre, c'est autonomie démocratique et populaire. Or, l'État français vient de perdre, enfin, est en pleine guerre en Algérie, a perdu, comme il dit, l'Indochine, et puis bon, il y a les guerres au Cameroun, il y a l'indépendance de Madagascar, donc l'empire colonial s'effondre. Et il n'est pas question de perdre les dernières d'autres territoires. Donc la Réunion est prise à la fois dans un anticommunisme absolument vraiment prononcé, et puis dans la guerre froide, hein, c'est l'époque de la guerre froide et l'époque de la décolonisation. Donc tout ça en même temps va créer une atmosphère, et on a des préfets à La Réunion qui sont extrêmement répressifs. Il y a beaucoup de censure. Ni mon père ni aucun autre leader d'opposition n'apparaîtra à la télévision avant les années 70, avant la moitié des années 70, alors que ce sont des grands leaders qu'on voit qui sont très aimés, très suivis et très aimés. Il y aura beaucoup de censure. Le journal du Parti communiste sera saisi au moins une cinquantaine de fois, ou alors complètement censurés. Beaucoup de gens sont arrêtés, frappés, torturés. Il y a quelques assassinats. Donc c'est parce que l'État français ne veut pas de décolonisation dans cette île, comme il ne voudra pas de décolonisation en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Kanaki et ailleurs. Donc une très forte répression, à la fois anticommuniste et coloniale, pour maintenir les intérêts coloniaux sur cette île. Mon père étant le leader du Parti communiste sera particulièrement visé, et aussi à travers des attaques racistes, puisque comme sa mère était vietnamienne, son père était réunionnais, sa mère vietnamienne, il y a eu beaucoup de choses autour du fait qu'il était asiatique. Donc il y avait dans les journaux le fait qu'il était asiatique, et donc chinois, parce que pour eux tout ça c'était la même chose, et donc fourbe. Et donc on le voit, il y a des dessins, il y a des petites bandes dessinées, on le voit comme un personnage fourbe, menteur, manipulateur, et énormément, donc c'était Vergès le Chinois, voilà. Et moi j'ai grandi en voyant le nom que je portais sur
écrites sur des murs avec assassin à côté. Donc Vergès assassin, j'allais à l'école, je voyais ça. Donc pour moi, en tout cas, si tu veux, la France a été très rapidement un État plutôt qu'un pays, tu vois. Je veux dire, il y avait ce que j'apprenais de son histoire, de sa littérature à l'école, tout cela, mais pour moi, c'était un État répressif. C'est ça que je voyais, c'est ça que je vivais dans mon expérience. Donc mon père a été très harcelé, comme d'autres aussi, hein, il n'a pas été le seul, et ma mère en conséquence. Et il y a eu, oui, il y a eu plusieurs épisodes. Il y a eu ces épisodes de la police qui venait le chercher, ou alors moi quand j'allais au journal après l'école, je rejoignais ma mère au journal et mon père. J'ai assisté à des centres de police pour saisir le journal, pour rattraper le journal. J'ai assisté aussi à d'énormes répressions par les CRS, les gardes mobiles qui chargeaient au moment des élections. Donc moi j'ai grandi avec ça. J'ai assisté à des enterrements de personnes assassinées. Donc oui, j'ai grandi avec le sentiment que d'un État fortement répressif et qui ne voulait pas. Il y avait beaucoup de fraude, hein, il y avait beaucoup de fraude, il y avait beaucoup de racisme. Il y en a toujours d'ailleurs. Et donc oui, de grandir dans le sentiment que même si je l'ai compris, je pense rétrospectivement que j'avais 11 ans, je ne pense pas que je faisais de telles analyses, mais compris rétrospectivement que l'État, quand il veut réprimer, utilise tous les moyens à sa disposition, le tribunal, la police, la censure, la diffamation, l'insulte, le racisme, tout cela est utilisé par l'État. Par l'État. Donc voilà pourquoi il y avait cette répression. L'État français avait très peur que tout ça lui échappe, quoi, de perdre encore d'autres colonies. Et donc toutes les années entre 50 jusqu'aux années 80 ont été des années de très grande répression. Et tu dis, donc ta maman était très, voilà, lisait beaucoup, regardait beaucoup de films. Est-ce que ça veut dire que toutes les conversations politiques étaient dans ces cercles-là militants, et qu'à la maison on parlait d'autres choses, ou il n'y avait pas vraiment de distinction, tout était toujours intriqué comme ça? Tout était imbriqué, c'était pas, je veux dire, on pouvait aussi parler, je sais pas moi, si on lisait Tolstoï, on n'allait pas parler nécessairement de la révolution cubaine, mais tout ça était là, présent. Et surtout, mes parents recevaient des journaux du monde entier, du mouvement communiste international, et moi, je me souviens de les lire, de les avoir lus. Ce qui m'a aussi donné, très rapidement, c'est une toute petite île hein, dans l'océan Indien, et puis à l'époque, il y avait pas beaucoup ça voyageait pas beaucoup hein, dans les années 60. Et donc le sentiment d'un monde très large qui existait. Je me souviens, je lisais tous ces journaux qui arrivaient et ça me faisait découvrir d'autres pays et d'autres situations. Donc ça, il n'y avait pas ça à la télé, il n'y avait pas ça à la radio. Donc c'était un monde qui n'existait pas dans les médias coloniaux, quoi, post-coloniaux. Et puis aussi de connaître des noms. C'est-à-dire il y a des noms qui m'ont été familiers très tôt, de leaders que je n'ai pas appris à l'école, que je n'ai pas appris à l'université, que j'ai appris parce que je les entendais. Je veux dire, j'ai entendu parler d'Aimé Césaire très tôt, de Frantz Fanon très tôt, avant de les avoir lus. C'était des gens qui étaient voilà familiers. Il y avait aussi des journalistes qui venaient manger à la maison, des journalistes de France qui apportaient aussi des nouvelles. Il y avait des leaders. Enfin, tout ça était très familier. Oui, c'était plutôt ça faisait partie du monde pour moi. Alors évidemment, comme tu dis, moi quand j'allais à l'école, c'était l'école, hein, l'école française, publique. Voilà, c'était pas nos ancêtres les Gaulois, mais enfin, c'était la France, quoi. C'était la France, la France, la France. Et puis j'avais le monde à la maison, qui était un monde très intellectuel et en même temps très. Il y avait beaucoup, on s'amusait beaucoup, les enfants jouaient beaucoup. Et puis le monde militant auquel moi je participais beaucoup, qui me faisait rencontrer le monde des ouvriers agricoles, le monde des dockers, le monde des femmes des lavandières, enfin des mondes auxquels j'aurais pas eu accès si j'étais restée simplement dans mon monde de l'école et le monde de la famille, comme la plupart de mes copines hein, à l'école, elles allaient à l'école puis à la maison. Mais moi, en fait, j'ai eu à la fois par les journaux, par les livres, mais aussi par la vie quotidienne, accès à d'autres mondes très très tôt, au-delà du monde de l'école ou de la famille. Et à l'école, comment t'étais?
on peut t'imaginer dans la cour avec un peu en leader et sensibiliser déjà tes camarades en disant, ben, la maîtresse, elle a dit ça, mais c'est pas vrai parce que, ou pas du tout? C'est plutôt réservé? Je me souviens pas tellement. Bon, l'école primaire, je j'ai pas un grand sou l'école primaire, le seul souvenir que j'ai, c'était justement les mangues que j'ai achetées avant d'aller en classe, parce que il y avait des dames qui vendaient ça, et puis d'autres des choses sucrées aussi, à l'entrée de l'école, donc moi je me souviens surtout de ça. Après au lycée, c'est surtout, parfois le décalage quoi, le décalage profond. Là, j'ai eu quelques prise de bec, si je puis dire, avec quelques professeurs. Mais en fait, enfin si, j'ai quand même été souvent convoquée par la directrice pour indiscipline. J'étais plutôt une bonne élève, pas une très très bonne élève parce que justement je pensais à des tas d'autres choses. J'étais très très bonne en français, en histoire, en géographie, enfin plusieurs, tout ce qui était ce qu'on appellerait sciences sociales et sciences humaines, mathématiques, c'était pas la peine. Euh, mais par exemple, si tu veux, il y avait des cours de chant qui étaient obligatoires. Et la prof de chant, qui n'était pas vraiment quelqu'un de formé, elle nous faisait chanter la Marseillaise. Et je refusais de la chanter. Donc elle me mettait en punition, quoi. Et je refusais de la chanter, je refusais de me lever. Puis il y avait des choses comme ça que je refusais. Ou alors il y a eu aussi des moments où j'ai effectivement interpellé le professeur, pas nécessairement sur des questions politiques, mais sur des questions plutôt où le professeur avait promis, comment dire, une certaine discipline et qu'il ne l'appliquait pas à tout le monde de manière égale. Bon, et donc moi, je me souviens d'un prof qui avait dit, bon, enfin, peu importe la mesure qu'il avait mise en place, et la classe d'après, je vois qu'il ne l'applique pas de la même manière à tout le monde, et notamment à des filles de classe populaire euh, racisées. Donc j'ai levé la main en disant, mais vous avez dit que voilà, cette mesure concernait tout le monde, et là, vous voyez que ça concerne pas. Il m'a dit que j'avais pas c'était pas mon affaire, quoi, en gros. Et donc, j'ai insisté en disant si, ça l'était, il avait dit que c'était pour tout le monde, ça. Donc, ça s'est terminé. Il m'a renvoyé de sa classe et il a plus voulu que je vienne. Il a demandé à la direction que je sois exclue de sa classe parce qu'il ne supportait pas. Alors, la direction était un peu embêtée et pouvait pas m'exclure quand même d'une classe. C'était des classes d'allemand. Pouvait pas m'exclure quand même, j'avais rien fait. Donc la mesure un peu entre deux, ça a été que pendant 3 semaines, je ne suis pas allée dans ces cours-là, et que une des conditions pour que je revienne, c'était que j'allais bien me comporter. Et moi, j'avais aussi questionné cette histoire de bien se comporter, puisque je trouvais que je n'avais rien fait de mal, que je n'avais fait que signaler que finalement, ce que le prof avait dit qui allait s'appliquer à tout le monde ne s'était pas appliqué à tout le monde. Donc c'était en fait un mensonge. Donc voilà, il y avait des choses comme ça. Mais pas, enfin, je n'étais pas vraiment une meneuse dans la cour parce que le lycée était pour moi vraiment un autre monde. Ouais. Mais donc on l'entend, on le ressent aussi, tu avais beaucoup d'amour pour tes parents. Du coup, comment tu vivais ça émotionnellement? Est-ce que tu étais en colère? Qu'on on fait d Comment tu vis ça en tant qu'enfant, ado? On fait du mal à tes parents ou c'est plutôt, enfin, comment ça te, si l'analyse elle est pas encore intellectuelle, comment émotionnellement tu vis ça? Bon, j'avais de toute façon, moi j'ai tout de suite, comment dire, j'ai assez rapidement été contre l'État colonial. J'ai été membre du Front de la jeunesse autonomiste réunionnaise. J'allais dans les manifs dès que j'ai pu de manière autonome. Et puis dès que j'ai pu, par exemple, j'allais dans les meetings politiques avec des copains qui pouvaient conduire la voiture. Moi j'avais, je sais pas, 14-15 ans, hein, j'étais donc petite. Et donc, j'ai quand même développé assez tôt, oui, une opposition à l'État colonial, raciste. Et j'avais, oui, une certaine colère. J'avais une certaine colère contre les injustices. Oui, oui. Les injustices et le racisme, oui. Oui, oui. Je pouvais m'emporter. Je pouvais m'emporter de colère, oui, oui. Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait que tu ressens le besoin, un moment, de quitter cette île, où tes parents sont là, où tes frères, sœurs, mangues et autres, aigres, aigres salés, enfin,
voilà, toutes ces Alors choses qui te régalent. c'est plusieurs choses. C'est le sentiment que je vais pas pouvoir passer mon bac parce que je supporte plus, qu'il y a quelque chose qui va plus du tout au lycée. Ça me devient insupportable, quoi. Il y a une dissonance trop grande entre la vie que je mène à l'extérieur et cette vie scolaire. Il y a une trop grande dissonance. Puis pour d'autres raisons plus personnelles. Et ce qui fait qu'en fait, l'année scolaire avait commencé à La Réunion. Et donc quand je dis ça à mes parents, comme je l'ai dit, mettaient pas d'obstacle aux choses, mais essayent de voir comment ça va être possible. Et quand j'arrive en France, aucun lycée ne va m'accepter puisque l'année scolaire avait commencé. Et c'est là que mon oncle dit, bah, elle peut venir à Alger puisque les lycées français à l'étranger sont dans l'obligation d'accepter les élèves français à quelques moments qu'ils arrivent dans l'année scolaire. Parce que voilà, ils peuvent être enfants de diplomates ou enfants, je sais Hmm. pas moi, d'employés de corporations, et donc au moment où ils arrivent, il faut qu'ils soient scolarisés. Donc c'est comme ça que j'ai atterri en Algérie en octobre. Et je me souviens, c'était le début du mois du Ramadan, quand je suis arrivée en octobre dans 69 ou je crois ou 70, j'ai toujours un peu de mal et que c'est pour ça que j'ai passé mon bac en Algérie. Mais et là, c'est quoi? C'est encore d'autres mondes qui Oui, s'ouvrent. là, c'est un complètement notre monde. D'abord, j'arrive dans un pays dont je connais pas la langue, c'est un grand pays, c'est un pays dont j'ai entendu parler, évidemment, à travers la vie de mon oncle et puis de Jamila Bouéred, qui va devenir son épouse, grande héroïne de la bataille d'Alger. Mon père a été emprisonné pour des articles qui avaient dénoncé la torture en Algérie. Enfin, vraiment, l'Algérie ne m'était pas inconnue quand j'arrive. Enfin, c'était pour moi un grand pays. Mais j'arrive quand même, c'est la première fois que je vis sur le continent africain, dans un immense pays dont je ne connais ni la culture, ni la langue, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Et ça sera, oui, une révélation. Ça va être un éblouissement. Une révélation, c'est-à-dire, pour moi, quand je revois ça à l'éducation que j'ai reçue à La Réunion, cette éducation qui m'a pénétrée, hein, que j'ai comprise parce que je suis déjà militante, hein, je suis déjà militante à 14-15 ans, mais en plus de ça, s'ajoutera tout ce que je vais découvrir en Algérie. Donc, Qu'est-ce c'est que un espèce d'empilage de différences d'expériences qui constitue tout un fond de référence. et qu'est-ce que tu découvres essentiellement, du coup? Alors d'abord, le pays lui-même, hein, le pays lui-même, Alger, que je trouve très beau, c'est une très belle ville. Euh, je découvre le ramadan déjà, puisque j'arrive et ma tante, qui était algérienne, m'a suivi le ramadan, un lycée, de nouvelles personnes, et Alger était encore ce qu'on appelait la capitale du tiers-monde, hein, et avait non seulement encore des Black Panthers, mais aussi des exilés de la dictature militaire au Brésil, ou des dirigeants de mouvements de libération de l'Angola ou du Mozambique. Et donc leurs enfants venaient au lycée, Ah leurs ouais, enfants étaient envoyés au lycée, parce qu'il y avait ça, les lycées algériens, et bon, ils voulaient pas envoyer leurs enfants dans des lycées qui connaissaient pas l'arabe. Donc ils venaient là, et donc on a constitué assez rapidement tout un groupe d'enfants du tiers, voilà, un peu avec un esprit révolutionnaire. incroyable. Et là, j'avais donc des amis qui étaient des enfants d'exilés brésiliens ou de leaders de mouvements de libération du Mozambique. Mais tout ça, c'était vraiment, on était avec toute cette bande on s'est constitué assez rapidement vers la fin de l'année. Et à partir de là, je dois dire qu'on allait très peu en cours, très peu en cours. On allait surtout nager ou traîner dans la rue, sur la plage, tout ça. Et donc, j'ai eu mon bac de justesse, vraiment de justesse. J'ai eu mon bac parce que j'avais été bonne élève avant. Enfin, pas très bonne élève, mais quand même bonne élève. T'as gardé des liens avec certains d'entre eux? Oui, j'ai gardé des liens, oui, Ah oui. ouais? Bah, une amie que j'ai rencontrée, bah, on avait toutes les deux 17 ans. Elle était algérienne, algéroise aussi, elle est née à Alger. Et d'autres, oui, oui, que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Ça a été les années algériennes pour moi. Et j'ai adoré après, quand j'ai eu mon bac, je suis allée en France pour faire des études de chinois et d'arabe à Aix-en-Provence. Et j'ai pas supporté du tout. Je suis revenue presque aussitôt en Algérie. Ah ouais? Et là, j'ai beaucoup visité le pays que j'ai trouvé, mais je sais pas, la Kabylie, les Aurès, le Sud, tout ça. Un pays magnifique, des gens formidables. Enfin,
Je lisais beaucoup de littérature algérienne, j'allais au théâtre, j'allais beaucoup à la Cinémathèque d'Alger, qui était une très très grande cinémathèque, qui recevait Costa Gavras, Jean-Luc Godard, Joseph Losey, Dondo, Saben Ousmane, Mohamed Lakhdar-Amina, enfin je veux dire tous les grands du cinéma européen, mais aussi surtout de ce qu'on appelle maintenant le Sud global. Et là, c'était formidable. Je passais des journées entières à la Cinémathèque. Et puis j'allais prendre des cours de Sciences Po à l'université d'Alger, Ah ouais. de philosophie politique, mais sans poursuivre un diplôme. Est-ce que tu passais du temps auprès de ton oncle? Non, mon oncle, il part à ce moment-là. Quand je suis quand je suis encore au lycée, en février de l'année où je suis au lycée, il part. Justement, il part pour ses 8 ans d'absence. Et son Donc épouse, je ne vais plus être chez Jamila t'es plus et chez je Jamila. serai donc Ok. dans une famille, la famille de Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur, qui va me recueillir et avec qui je vais être pendant cette année-là. Hmm. Et tu dis donc tu te nourris, tu as presque une boulimie peut-être de culturel, politique comme ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà ce que tu veux en faire, en fait? Ou ce que tu as... Oh non, pas du tout. Non. Non, 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 je peux pas dire que je voulais. Si à un moment en Algérie, je voulais rester en Algérie. Je voulais rester en Algérie, apprendre l'arabe et vivre dans le monde arabe. J'étais pas vraiment attirée par la France. J'étais pas attirée par le fait d'aller en Occident. C'était pas ça mon rêve. Et puis finalement, à la fin de cette année que je passe en Algérie après mon bac, beaucoup de mes amis veulent partir. La situation était à la fois très excitante à Alger et puis il y avait déjà une raideur morale, pas beaucoup de liberté. On avait 18 ans, hein, on était quand même très jeunes, 18-19 ans, on avait envie de vivre, on avait envie de vivre et de rire. Et donc on va à plusieurs amis, et puis avec d'autres personnes, partir, quitter l'Algérie et arriver en France fin 71 ou début 72. Et là, je suis déjà, je me mêle de discussions, je suis beaucoup de choses. Je suis allée en France une fois quand j'étais en Algérie et je vois une manifestation du mouvement de libération des femmes. C'était le 1er mai, je trouve ça formidable. Je reviens avec des journaux, je me dis, ah bah, c'est quand même formidable tout ça. Donc oui, de toute façon, à partir de mon adolescence, je dirais, je suis tout le temps intéressée par ce qui se passe dans le monde. Hmm. Donc ça n'arrête pas. Que je sois à La Réunion, en Algérie, je continue, quoi, Mais de partir. est-ce que tu as un moyen d'expression, un moyen créatif d'expression à ce moment-là? Quand je suis en Algérie, bon, c'est vraiment de fréquenter le milieu culturel et artistique, hein, beaucoup, beaucoup. Et puis après, quand je suis arrivée en France, ben, je vais à l'université au début, puis après, je vais devenir quand même rapidement essentiellement le militantisme. Dans des groupes de femmes, dans des groupes pour la Palestine, dans des groupes contre l'impérialisme. Et puis on vit ce qu'on appelait en communauté, on vit à plusieurs dans un appartement, et donc il y a beaucoup d'activités, on fait beaucoup de fêtes, on aime beaucoup la fête, on fait beaucoup de fêtes. Il y a toute une vie sociale, culturelle très intense, beaucoup de cinéma. Est-ce que tu écris déjà? Alors, j'avais écrit quand j'étais petite, quand j'étais adolescente. Et puis là, ça va un peu plus tard, je commence à écrire pour des journaux, des petites feuilles anti-impérialistes, que j'ai même pas retrouvées. Mais je commence à écrire, puis après, à la fin des années 70, je pense, là, je commence à écrire pour des journaux féministes. Hmm. Et Mais j'écris à l'époque, avant ça, je suis très proche de l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, et donc on écrit des choses pour leur journal Combat réunionnais autour des femmes immigrées déjà. Donc oui, des participations de choses écrites dans des petites feuilles, quoi, dans des petites brochures, dans des petits journaux. Voilà, je peux te dire que j'ai toujours écrit, mais pas de manière toujours, pas avec la même intensité. et là, tu te trouves pas forcément en décalage à Paris? Parce que je suis dans ces milieux. Ouais. Je dois dire que les premières années, je ne supporte pas l'hiver, je trouve ça absolument effrayant. Je me demande comment je vais survivre, je trouve que c'est absolument, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec l'hiver. Ça me prendra plusieurs années. Ah oui, oui, je trouve ça
Je suis tout le temps malade. Oui, j'arrive pas à m'adapter du tout. Du tout. Ça, j'ai ce souvenir. Que l'hiver a été pour moi, les premiers hivers ont été pour moi quelque chose vraiment de pénible. Ouais. Et tu continues tes études? Donc là, tu es en Non, là, j'abandonne mes études à peu près après 1 an et demi et je ne suis plus que militante. tu n'es plus que militante, d'accord. Et donc là, on est quoi? On est dans les années 70, tu disais, c'est ça? Oui, on doit être 72, 73, 74. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, du coup? Et ben là, après, je continue, on est là, je fais des petits boulots, je gagne ma vie comme ci, comme ça. Et puis, en fait, je vais être de plus en plus proche du mouvement de libération des femmes. Et dans la fin des années 70, vraiment, ça va être l'essentiel de mon militantisme. Et je vais commencer à écrire, je vais travailler à la librairie des femmes, et puis de manière à la fois bénévole, puis un peu, et puis comme journaliste à des femmes en mouvement. Au début le mensuel un peu, mais surtout dans l'hebdomadaire. Donc je vais être journaliste professionnelle, j'ai une carte de journaliste. Qui te permet d'arrêter les petits boulots. Tu es Oui, totalement journaliste. voilà, ça, j'arrête ça et puis je vais aussi travailler un peu pour la maison d'édition des femmes et pour ça, je vais surtout, comment dire? Contribuer à la collection, des femmes en lutte dans tous les pays, qui signifie que, par exemple, une année, je vais aller au Chili, c'était encore la dictature de Pinochet et de récolter des témoignages de femmes de disparues, de sœurs de disparues, de rencontrer des organisations clandestines de femmes qui vont constituer ensuite un livre de témoignages. D'autres parties contribuent aussi à d'autres gens dans cette collection sur les femmes au Salvador qui sont en lutte. Et puis aussi, je vais en Union soviétique euh, recueillir le premier samizdat féministe qui paraît et de le sortir clandestinement pour qu'il soit publié et traduit en français à ce moment-là. Donc ça, on est encore dans l'Union soviétique, et donc ça veut dire d'organiser la sortie clandestine de ces témoignages, mais aussi au Chili. Hein. Au Chili, c'était la sortie clandestine, puisque je suis avec une amie des éditions, et on est entièrement fouillé à la frontière, entièrement fouillé à la frontière. Tout ce qui était dans les appareils photos, les pellicules sont déroulées pour les blanchir, et puis on est fouillé au corps. Donc on avait fait sortir clandestinement les témoignages et les photos qui concernaient ces moments de rencontre. Mais ce qu'on Et ça entend, sera pareil pour l'Union soviétique, on fait sortir clandestinement, parce qu'on sera fouillé aussi entièrement au corps à la sortie. mais ce que tu racontes dans ce fameux podcast, c'est justement, c'est pas par hasard que c'est toi qu'on envoie là-bas, parce que tu sais, justement, tu le disais tout à l'heure, finalement, tu es à l'aise dans tous les milieux, aussi bien avec les préfets enfin, tous les milieux, et c'est pour ça aussi que c'est toi qu'on envoie là-bas. Oui, puis alors je pense que on savait que j'avais grandi aussi face à une répression d'État et que je savais faire, quoi. Je savais faire, quoi. J'allais pas nécessairement paniquer tout de suite, quoi. Voilà, je saurais faire. Et effectivement, je savais faire. Je savais faire. C'est pour ça que j'ai tout de suite compris qu'il fallait sortir les choses clandestinement, qu'on n'aurait eu aucune chance si on essayait de les sortir dans nos valises et qu'il fallait trouver un moyen de les sortir clandestinement. Et puis oui, d'avoir été habituée à être face à de la police, quoi. Je veux dire, c'était pas la première fois que je voyais des policiers, quoi. C'est pas parce que quand je vais au Chili que c'est la première fois que je vois une police répressive, quoi. J'avais vu ça, j'avais 9 ans, quoi. Donc, c'est pas que j'étais indifférente, mais je savais comment me comporter. J'avais appris à comment me comporter. On pleure jamais devant la police, on montre jamais sa peur. Enfin, vous voyez, tu vois des choses comme ça qui finissent par te rentrer dans la tête. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu le dis, hein, c'est une activité très militante, est-ce que tu commences déjà à conceptualiser un petit peu, parce que moi dans l'introduction je te présente autour de tes essais, donc des essais, voilà, essais intellectuels. Est-ce qu'à ce moment-là tu es là-dedans déjà, essayer de... Ah oui, 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 beaucoup. Je lisais beaucoup de théories, de psychanalyse, on discutait beaucoup de ça, hein. Dans la communauté, c'était des discussions énormes justement sur comment comprendre ça, quelle théorie nous aide, tout ça. Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, mais si tu veux, c'est pas un chemin linéaire, hein. Il y avait des moments
on fait des erreurs ou des moments où on s'occupe d'autres choses, tout ça, etc. Hein. C'est pas de manière comme ça, le progrès, le progrès, Oui, le progrès. Non, non, mais c'est vrai que j'accumule à travers toutes ces expériences des références non seulement théoriques, si tu veux, et analytiques, mais aussi d'exemples de situations. Tu vois, de comment dans cette telle situation les gens se comportent, tu vois. Donc, par exemple, au Chili, on était dans un couvent parce que les femmes, les personnes les femmes reliées à des disparus, que ce soit leur frère, leur compagnon, leur père, ou je sais pas, leur mari, ne pouvaient pas faire ça de manière ouverte. Donc un couvent avait proposé de les accueillir lors d'une semaine de prière, de recueillement. Tu vois, comme ça se fait dans le monde catholique. Donc on était dans ce couvent et en fait, la journée, c'était d'écouter les témoignages, de les enregistrer. Mais la police est venue quand même, la police militaire, parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'agitation de beaucoup de femmes qui étaient arrivées dans ce couvent. Donc ils ont venu vérifier. Et la mère supérieure a été très ferme. Elle leur a dit oui, nous sommes ici pour une semaine de recueillement et de prière. Donc ils ont voulu quand même rentrer. Et donc quand ils sont rentrés dans la pièce principale, nous étions toutes en prière. On nous avait dit d'être tout en prière. Donc ils ont regardé, on était en prière. Mais la mère supérieure était très, très ferme. Et si tu veux, c'était ça aussi, ces situations où j'ai vu des personnes dans des situations quand même dangereuses, hein, parce que c'était quand même la dictature de Pinochet, tu vois. Et il n'y avait pas le droit de faire ça. Et la mère supérieure très ferme, très tranquille. Donc c'était tout ça aussi qui a constitué pour moi euh, tout un, toute une série de références, comment les gens se comportent, comment il y a eu des gens qui ont trahi, parce que j'ai vu aussi des trahisons, j'ai vu la peur, j'ai compris ce que c'était que la peur, que tu peux avoir vraiment, je veux dire que l'État peut te faire peur et tu as des raisons d'avoir peur. Enfin, j'ai vu tout ça, puis un courage extraordinaire, mais un courage profond aussi de gens. Donc tout ça a constitué, tu vois, au fur et à mesure, toute une éducation, si je puis dire, et toute une série de références qui m'ont permis ensuite de conceptualiser ou de mettre des mots sur tout ça le plus précisément possible. mmh. Et tout le long de ce parcours-là, tu échanges fréquemment avec tes parents sur tes Toutes vues? les années où je suis en France, je vais régulièrement à La Réunion. Je retourne parce que là, les 2 années où j'étais en Algérie, j'ai pas mis un pied, ce qui était beaucoup à l'époque hein, pour moi. Qu'à l'époque, il n'y avait pas de email, de téléphone, tout ça, donc on s'appelait pas toutes les 3 semaines, hein, même tous les jours. Donc je suis beaucoup retournée parce qu'aussi pour moi la Réunion, c'était le combat à la Réunion était très important pour moi, très très important. Donc j'y retourne très régulièrement. Et puis en France, j'ai beaucoup de contacts avec les immigrés réunionnais. On fait des réunions, il y a des balles de l'immigration réunionnaise pour rassembler, pour collecter un peu d'argent. L'Union générale des travailleurs réunionnais en France faisait des balles. Et avec des copines, on tenait le bar du bal en question. Ça faisait partie aussi de notre activité militante. Ou alors, on allait tenir des stands de cette Union générale des travailleurs dans des fêtes de l'extrême gauche ou de la gauche. On faisait de la musique, du maloya. Enfin, il y avait beaucoup, oui, d'activités culturelles et politiques, les deux étant mêlées, autour de l'anticolonialisme. Et puis, à La Réunion, d'aller à La Réunion, et quand j'allais à La Réunion, de participer, de suivre ma mère dans ses réunions féministes, de discuter avec mon père et ma mère, ou de discuter aussi avec tous les gens que j'avais connus là-bas, que je connaissais. Et tu sens que tu as évolué sur certaines idées? Est-ce que Alors, oui, bien sûr, je peux avoir. J'ai mieux compris ce que ça pouvait être, comment l'État produit de la peur et de l'acquiescence, du consentement, tes souhaits? du consentement aux inégalités, aux injustices et au racisme. Ça, j'ai mieux compris comment ça se faisait. Euh, oui, je ne sais pas si le fond a changé, si tu veux. Le fond reste quand même une, un refus des injustices, un refus des inégalités, du racisme profond, du sexisme, tout ça profond, profond, vraiment. Et donc ça n'a pas bougé. Mais
s'est ajouté à ce refus de plus en plus de connaissances et comment dire, de pensées de plus en plus peut-être fines, Mmh. d'analyses de plus en plus peut-être fines. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur l'esclavage colonial, moi je savais ce que c'était puisque je venais de La Réunion et que j'en avais entendu parler par mes parents. On n'en parlait jamais à l'école, il y avait rien, mais rien là-dessus à l'école. Mais dès les années 70, dans le Parti communiste réunionnais, les questions des cultures qui viennent de l'esclavage, de la langue, des contes, de rituels, de musique. Donc ça, je l'apprends, mais à côté de l'école, parce que l'école, ça n'existait pas. Et donc aussi le lien entre culture et libération, je le comprends assez rapidement. Je comprends assez rapidement qu'il y a un lien entre culture, art et libération, parce que je le vis. Euh, donc tout ça, finalement, c'est aussi, si tu veux, l'accumulation. Alors il y a la Réunion, il y a l'Algérie, il y a la France, il y a les mois que je vis au Mexique, il y a les années que je vis aux États-Unis, il y a toutes les expériences dont je te parle, le Chili ou d'autres, ou l'Argentine, tout ça, qui vont construire au fur et à mesure en fait, qui élargissent euh, la compréhension de ces faits, de l'oppression et de la résistance. Et pourquoi, selon toi, enfin, est-ce que tu décèles certains universels, justement, à travers cette expérience, à travers le monde? Est-ce que la condition de la femme fait est peut-être le point, un point de cet universel-là, où pourrait converger tout ça? Alors, je pense que pour moi, par exemple, une chose que je ressens très fortement, c'est qu'il n'y a pas un jour dans le monde, il n'y a pas un jour où il n'y a pas des personnes qui se révoltent quelque part contre des injustices et des inégalités ou contre l'oppression. Euh, Vraiment. Donc ça, cette force euh, d'aspiration à la dignité, à la liberté, je la ressens très fortement. Je la ressens très fortement, que ça ne se passe pas nécessairement ici, mais il y a toujours un endroit où ça se passe. Il y a toujours plusieurs endroits où ça se passe. Ça, c'est vraiment pour moi, si on peut dire un universel, pour reprendre ton mot. Ça, c'est vraiment, quelles que soient les formes d'oppression. Tu vois, par exemple, moi, je suis allée au Salvador pendant la guerre civile. C'était une guerre extrêmement brutale, extrêmement cruelle, financée par la CIA, les États-Unis, tout ça. On voyait, moi j'étais à San Salvador, la capitale, tu voyais les camions de militaires passer avec les têtes comme on voit dans les cinémas, quoi, comme on voit au cinéma, quoi, avec les baklava, et puis Donc, euh, donc au milieu de tout ça, il y a des gens qui continuent à lutter dans le plus sombre du sombre. Donc ça m'a beaucoup frappé, ça, toujours. Que, que, que c'était presque impossible qu'il y aurait toujours une aspiration à la liberté. Et après, quand je me suis mise à étudier plus précisément l'esclavage colonial, puisque je savais que ça existait venant de la Réunion, et pour moi, le fait qu'il n'y ait pas eu aussi, pendant les 4 siècles qu'a duré l'esclavage colonial, et il y a toujours eu des insurrections, des révoltes, des refus, des fuites, et que ça n'a jamais cessé. Donc, rien n'a réussi à tuer cette aspiration. Et donc ça, pour moi, ça c'est universel. C'est cette force d'aspiration à la liberté et à la dignité. Il y a ça. Pour les femmes, si tu veux, c'est pas que ça constituerait le même universel, mais c'est le fait qu'effectivement il y a partout de l'exploitation des femmes, partout, euh, et quelle que soit leur classe, mais en même temps, l'oppression frappe quand même plus particulièrement les femmes racisées, les femmes noires, les femmes autochtones, voilà, les trans, les gays, enfin, le fait d'une brutalité du pouvoir. Donc ça on peut dire que il y a, oui, il y a universellement, enfin, sur la planète, des oppressions contre les femmes. Ça, tu l'as Mais constaté l'État, partout, ça? Partout oui, où tu es allée?
Oui, Ouais. mais l'État opprime aussi partout les minorités. Partout. Parce que, si tu veux, la construction de l'État-nation, même d'un État-nation après une libération nationale, des guerres anticoloniales, la construction de l'État-nation, en général, exige quelque chose d'assez de haut en bas, je veux dire, la conception même de l'État-nation, c'est cela, avec une langue, un récit national qui va opprimer des minorités qui existeraient dans l'État, si tu veux, et qui va chercher à les fondre dans une seule nation, une seule langue, une seule culture, et aussi, bon, donc les femmes vont avoir jamais pratiquement les mêmes droits que les hommes, mais aussi beaucoup de minorités. L'État, l'État-nation moderne se construit sur l'oppression de groupes, dont les femmes, mais aussi, je le dis, les minorités. On le voit, par exemple, que dans quelques pays que ce soit, hein, en France, en Chine, en Italie, en Inde, aux États-Unis, les femmes, mais aussi les minorités. Bon, alors, par exemple, les peuples autochtones les communautés noires ou latino ou asiatiques vont être aussi réprimées. La construction de l'État-nation est une construction coloniale, si je puis dire. Mais pour les femmes, il est vrai qu'il y a énormément ce qu'on peut dire, c'est de violence, mais on voit aussi à la lumière de beaucoup comment dire, de prises de parole aujourd'hui que les enfants sont particulièrement victimes de violences partout, qu'il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas cette construction de l'enfant qu'il faut protéger, à qui il faut permettre de s'épanouir, n'est pas universelle. Il y a des enfants qui sont des enfants, et puis il y a des enfants qui ne vont pas connaître l'enfance, qui vont être criminalisés, les enfants noirs, les enfants arabes en Occident, mais on voit aussi par exemple en Palestine, hein, les enfants peuvent être mis en prison par l'État d'Israël. On voit aussi des enfants de communautés autochtones aux Amériques ou en Australie ne vont pas avoir la même enfance. Ils vont pas être considérés même comme des enfants. Ils ne vont pas avoir droit aux mêmes formes d'épanouissement, de protection que les enfants de la bourgeoisie blanche. Donc même dans les universels, si tu veux, même quand il y a une universalité dans le droit ou dans les droits ou dans le respect d'une certaine condition, elle n'est pas universelle parce que le monde moderne est créé sur des inégalités et des oppressions, tu vois. Le fait que nous serions créés égaux en droit, c'est une formule et c'est une aspiration, mais c'est pas une réalité. Et Pas du tout. Donc les femmes ne sont pas toutes égales, même si on peut dire qu'elles sont toutes opprimées. Et si tu veux, il y a un exemple que je donne souvent pour ce qui est de la modernité occidentale, hein, et donc par exemple du monde des révolutions anglaises, françaises, américaines. Donc je parle du monde occidental, je ne parle pas de la révolution haïtienne ou des autres révolutions. Il y a des femmes, si tu veux, les femmes dites blanches, les femmes qui n'avaient pas le droit, par exemple au XVIIIe siècle, d'être des avocates, des chirurgiennes ou des universitaires, mais elles avaient le droit de posséder des êtres humains puisqu'elles pouvaient avoir des esclavisés, tu vois. Donc, et ça leur était donné par leur race et pas par leur genre. Donc même à l'intérieur des femmes, il y avait comme ça, il y avait des différences, et les femmes noires esclavisées n'avaient évidemment pas le même droit que les femmes blanches. Et les femmes blanches, les archives montrent qu'elles comprenaient très très bien qu'elles avaient ce capital, qu'elles pouvaient acheter des êtres humains qui devenait un capital. C'est comme de posséder une propriété. C'était une propriété d'ailleurs, donc mmh. d'avoir des propriétés qu'elles pouvaient vendre, qu'elles pouvaient louer. Il y a des contrats de mariage où elles précisent bien qu'elles veulent que ces esclavisés restent leur propriété et ne deviennent pas une propriété commune avec leur mari. Donc tout ça leur a été donné par la race, si tu veux, et pas par leur genre, puisqu'elles pouvaient continuer à être opprimées comme femmes, si je puis dire. Donc oui, il y a des dominations contre contre les femmes dans la plupart des pays, enfin dans tous les pays, pardon, mais cette domination est traversée profondément par des questions de race, par des questions de religion aussi. Si on considère l'islamophobie en Europe de l'Ouest, par exemple, donc être une femme musulmane, même si tu es diplômée, tu as le même diplôme qu'une femme blanche et blonde, tu ne seras pas du tout considérée de la même manière, tu n'auras pas la même promotion, le même poste,
qu'une autre, alors que tu as le même diplôme, par exemple. Donc tout ça, on ne peut pas parler toujours d'une universalité, puisque cette universalité, en fait, est traversée par des inégalités structurelles, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas juste des questions d'opinion. Et quand est-ce que tu vas commencer à parler de féminisme décolonial? C'est quand? Alors, si tu veux, bon, alors il y avait déjà pour moi le féminisme anticolonial, c'est celui que j'avais connu, que j'avais vu de ma mère et des amis de ma mère et des camarades de ma mère autour de moi. Donc je n'ai pas découvert le féminisme en France ou en Occident ou en allant à l'université. Ça faisait partie de ma vie. Mais il y a plusieurs choses, si tu veux. C'est que quand quand je suis en France et quand je reviens des États-Unis, puisque je passe 12 ans aux États-Unis, que je reviens en 95, et que je vois un nouveau discours sur le féminisme qui efface complètement, notamment le féminisme anticolonial, et qui montrerait que le féminisme, le seul vrai féminisme, ce serait le féminisme occidental, tu vois, celui qui est pour les droits des femmes, l'universalisme, tout ça. Alors, moi, je me dis, mais enfin, quand même, c'est un peu exagéré, quoi. Et puis c'est surtout le rôle je vois, si tu veux, j'observe le rôle de féministe blanche dans l'islamophobie. C'est-à-dire que ce sont des féministes de gauche qui vont dire le voile opprime les femmes et comme si le fait qu'on porte un voile, la femme perdrait son cerveau, tu vois, deviendrait complètement idiote. Et je trouve ça absolument scandaleux. Donc je me mets à rechercher les textes de ces féministes pour montrer que ce sont des féministes qui ont eu ce discours, les premières, et ont développé cette islamophobie. C'est pas venu de la droite, c'est pas venu d'hommes particulièrement, c'est venu beaucoup aussi de femmes. Et à ce moment-là, je repense aussi à la question de la décolonisation, qui est le fait que c'est un processus, tu vois, qu'il y a une tendance à penser que la décolonisation c'était la fin des colonies, et qu'après, bah, c'est fini, on passe à autre chose. Et en fait, pour moi, qui avais lu les classiques, si je puis dire, de la décolonisation, c'est de voir qu'en fait, c'est pas seulement l'abolition du colonialisme d'État, si tu veux hein, mais l'abolition d'un monde qui est créé au XVe siècle et qui est créé sur l'extraction, l'esclavagisme, l'exploitation et la division qu'on appelle Nord-Sud. Là, cette division Nord-Sud n'étant pas nécessairement géographique, puisque tu as aussi des élites très enrichies dans ce qu'on appelle le Sud global, hein, qui oppriment les classes dans leur propre pays. Donc tout ça me dit, il faut quand même reparler de la question décoloniale, et notamment pour le féminisme. Et qu'il y a des féminismes, parce qu'ici il y avait une tendance à dire il y a un féminisme, c'est le féminisme universel. Je disais, mais c'est quoi ce féminisme universel? Il sort d'où? C'est qui? C'est quoi? C'est comment? Et non, il y a un féminisme universaliste, et puis il y a d'autres féminismes. Il y a un féminisme islamique, il y a des féminismes matérialistes, et puis il y a un féminisme décolonial. C'est-à-dire que pour moi, un féminisme qui est profondément antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste, et donc antipatriarcal. C'est-à-dire qui envisage la libération de tout le monde, pas seulement des femmes, mais évidemment en partant aussi, le plus souvent, des femmes les plus opprimées, parce que si tu veux, l'argument, c'est quand elles seront libres, ben, toutes les femmes seront libres. C'est-à-dire, ça va commencer par en bas, pas par en haut. C'est pas parce qu'il y avait des femmes générales dans l'armée ou à la tête de grandes corporations que les femmes vont être libérées. Par contre, si tu pars des femmes les plus opprimées et que elles sont libérées, eh bien, tout le monde, ça va libérer la société. Et c'est pour ça que dans un féminisme décolonial, je commençais par cette question, qui nettoie le monde? Tu vois, qui fait que le monde fonctionne? Eh ben, des femmes de ménage qui travaillent le matin et qui font que toute société, alors là, toutes, pas seulement les sociétés riches en Occident, ben, les écoles peuvent ouvrir, les universités, les banques, les assurances, les postes, les hôpitaux, les hospices, les crèches, enfin que sais-je, les centres commerciaux, tous ces espaces où se mène la vie sociale, le fonctionnement de chaque société, le Parlement, tout cela. Et donc c'est ce travail qui est sous-payé, sous-considéré, qui est mal considéré, et que je disais, ben, c'est quand même la fondation qui permet, enfin ce qui permet à toute société de fonctionner. Et donc que la question du travail domestique, c'était pas seulement la maison, c'est pas simplement est-ce que le mari fait sa part du travail domestique, mais c'était dans l'organisation de la vie sociale. Et tu
tu as inscrit ta réponse dans la suite de ton séjour américain. Euh, est-ce que est-ce que là-bas, justement, tu as côtoyé, conversé avec des penseuses sud-américains, américaines? De tout, hein, parce que bon, quand je suis à San Diego, j'ai vécu quelques mois au Mexique, donc la question du Mexique a été très présente pour moi, hein, parce que je vivais à la frontière avec les États-Unis, donc je voyais déjà ce qui se passait, hein. C'était déjà dans les années mi-80, c'était déjà complètement, il faut construire un mur déjà, hein, ces idées-là étaient là, hein. Donc là, cette expérience d'attendre au consulat américain les papiers, aux côtés de personnes qui viennent d'Amérique centrale et du Sud, fuyant les guerres fomentées par la CIA et par les États-Unis. Donc là, c'était déjà aussi une proximité. Et puis après, de vivre à San Diego, qui était une ville très, à la fois militaire, très militaire, c'est une grande base maritime, et en même temps très latino, c'est comme pour utiliser ce terme. Donc j'étais très proche, notamment du milieu artistique. Et puis après à Berkeley, ben aussi autour de tout ce qui était quand même mobilisant. Et dès la première année à Berkeley, avec d'autres femmes que j'ai rencontrées dans d'autres départements que le département de sciences politiques, dès la première année où j'étais, on a organisé une conférence annuelle des étudiants et des étudiantes sur les questions de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intersectionnalité. Non, c'était féministe, mais ça pouvait être autant des étudiantes en géographie qu'en droit, en sciences de la vie, ou en rhétorique, ou en philosophie, ou en histoire. Et donc, on ne voulait pas de professeurs, c'était que entre étudiantes et étudiants. Donc, c'était que entre nous. Et alors, ça a eu un succès énorme, 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 énorme la première année. Et donc, on a recommencé l'année suivante et l'année suivante. Donc, c'était un partage de méthodologie féministe, de comment, et d'entendre à la fois comment on fait en géographie et comment on peut faire en sociologie. Tout ça a été très, très important. Je participais aussi à des réunions féministes sur le campus, mais aussi à San Francisco et ailleurs, à la défense des cliniques où se font les avortements qui étaient déjà attaqués à l'époque. Donc voilà, oui, je participais à des activités féministes quand j'étais là-bas, aux côtés de féministes noires, de féministes queer, de féministes d'Amérique du Sud, donc de tout ce qui était vraiment le plus, le plus puissant, le plus intense. Et donc j'ai beaucoup appris, oui, j'ai beaucoup appris. J'avais beaucoup d'amis et c'est un pays qui m'a beaucoup intéressée, où j'ai beaucoup appris de choses. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris aux États-Unis. Mais je fréquentais surtout évidemment les personnes opposées à la politique du gouvernement. Pendant que j'étais là-bas, il y a eu la première guerre au Koweït, donc il y a eu de grandes, grandes manifestations auxquelles j'ai participé. Puis il y avait aussi les premières années à Berkeley, les manifestations de la communauté gay pour une meilleure politique autour du sida. Donc, je participais à ça aussi. Donc, tout ce qui est lutte, si tu veux, tout ce qui est lutte pour plus de justice, voilà, pour plus de justice en général. Donc, c'est pas un seul champ. Ah, tu es encore fixé. Non, Oh là là. c'est bon. Tu m'entends? Ah, Ouais, c'est bon. oui, je t'entends. Ouais. Moi aussi, j'ai eu peur. Euh, Parce qu'on arrive dans la fin de cette conversation, Françoise. Peut-être deux points que j'ai envie d'aborder avec toi. Pourquoi, du coup, dans tout ça, t'être euh, attaqué, c'est pas le bon mot, attaqué, pourquoi avoir travaillé la question des musées? Tu as aussi travaillé, je ne l'ai pas cité dans l'introduction, mais la question de l'espace public, notamment avec Sunboy, vrai nom aussi, sur un livre aux éditions Shed. Autant la question voilà, des espaces publics, on peut aisément la comprendre. J'aimerais savoir pourquoi la question des musées t'a intéressé et pourquoi tu penses qu'elle est aujourd'hui centrale ou non, tu nous le diras. Et puis Mhm. j'aimerais quand même savoir euh, comment, voilà, après toutes ces années-là, à la fois d'analyse, d'action, de tout ce que tu nous as raconté là, comment toi, aujourd'hui, tu penses qu'il faut poser les bases pour essayer d'avoir
de construire ces espaces qui pourraient enfin favoriser les liens, la réciprocité, le dialogue. Quelles sont pour toi les conditions vraiment, voilà, oui, de base aujourd'hui? Alors, déjà pour le musée, si tu veux, je pense pas que ce soit comment dire, la chose la plus centrale, mais je pense que c'est un dispositif. Tu m'entends? Oui, oui. C'est un dispositif central, important, dans la construction de l'État-nation, dans le récit national. Quand tu as un grand musée avec une collection prestigieuse, ça reflète sur le prestige de la nation. Tu vois, je veux dire, la France a le Louvre, l'Angleterre a le British Museum, l'Espagne a le Prado, etc. Donc, ça reflète, tu vois. Et plus ta collection est prestigieuse, plus ça montre le degré aussi de civilisation que l'État-nation aurait atteint. Donc ça fait partie énormément de la construction de, de, de pays civilisés, d'États démocratiques en Europe occidentale et puis dans l'Amérique du Nord au XIXe siècle et au XXe siècle. Et ça a reposé énormément sur le pillage des pays du Sud, des colonies, mais un pillage monstrueux. Mais monstrueux, ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'objets qui vont vers le Nord. Ce sont aussi des restes humains, des crânes, des os, des cheveux qui partent vers le Nord. Il n'y a pas d'équivalent dans le Sud global. Tu peux avoir de très grands musées comme à Mexico City ou à Lima, de très grands musées avec des vraies collections, mais tu vas pas trouver des choses de la Suisse ou de la Bavière ou de la Renaissance italienne ou des, je sais pas moi, des costumes de Bourgogne là-bas. Tu vois, alors que tu trouveras en Europe tout ce que tu peux trouver sur toutes les régions du monde, à toutes les périodes de l'histoire. Donc c'est vraiment un déséquilibre, pour d'une part. D'autre part, quand on dit le musée, ce que je dis dans le livre, je rappelle que 61% des musées sont au nord. Donc c'est un énorme déséquilibre. C'est vraiment une invention occidentale qui est très imitée, qui a marché, c'est un modèle qui marche et donc qui est très imité. Tous les pays en veulent aujourd'hui, même encore plus maintenant à partir des années 2000. Chaque pays veut avoir ses grands musées, tout ça, et donc il y a une construction de musées délirante depuis les années 2000. Donc je me suis intéressée à ce modèle hégémonique et au rôle qu'il joue dans la propagation d'un récit national et puis d'une certaine histoire de l'art, d'une certaine idée de ce que c'est que la beauté, de ce que, enfin, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée au musée, et aussi parce que j'ai participé à l'élaboration d'un musée à l'île de la Réunion, qui m'a aussi beaucoup fait apprendre sur comment tu construis un musée, de quoi il va être question, et même comment tu le construis, quelle est son architecture, qu'est-ce que tu vas mettre en avant, et comment tu vas faire pour que ce musée aussi fasse face au changement climatique, à toutes les questions qui se posent aujourd'hui. Donc tu vas pas le construire comme tu le construisais au 19e ou au 20e siècle. Donc tout ça m'a intéressée, puis la question du retour des objets, la question c'est de la fétichisation de l'objet, c'est-à-dire que pour que le musée occidental se fasse, il faut que tu arraches l'objet de son environnement affectif, culturel, social, sacré. Donc ce qui fait que, je le dis souvent, tu vas jamais te mettre à genoux devant une peinture de la Vierge et de l'Enfant Jésus dans un musée, tu vois, on te met dehors, alors que tu pourrais le faire dans une église ou dans un temple. Tu vas pas non plus apporter des fleurs à une déesse ou à un dieu, tu vois, ou des offrandes comme tu le ferais dans un temple en Asie ou en Amérique du Sud, enfin peu importe. Donc l'objet devient mort. L'objet est mort, et donc cette absolue nécessité, un objet ne peut pas être vivant, ne peut pas rentrer vivant dans un musée, m'a aussi intéressée. Parce qu'il y a des tas de cultures où l'objet doit mourir aussi, doit trouver la fin de sa propre vie. Donc, par exemple, dans des pays d'Afrique, tu les enterres au bout d'un moment, ou dans d'autres communautés, par exemple au nord du Canada, tu les laisses dehors pour que le vent, la pluie, tout ça les fasse disparaître. Donc tout ça, si tu veux, tous ces aspects-là m'ont intéressée. C'est pour ça que je me suis intéressée au musée et à l'idée de ce que ce pourrait être aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2025, un post-musée. C'est-à-dire de répondre au désir de transmettre et de préserver sans imiter absolument le modèle occidental. Donc, quelle architecture, tout ça. Enfin, c'est des questions sur lesquelles je travaille en ce moment. Donc voilà, si tu veux, un peu. Et puis, sur la question de qu'est-ce qui... Aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, c'est, si tu veux, quand même, la précipitation, plutôt, la rapidité avec laquelle les choses s'accélèrent, quoi. L'accélération des choses, notamment la question du climat, qui est absolument et qu'on voit
que tous les leaders sont totalement indifférents, alors il y a des tas de gens qui sont déjà énormément, des milliards de gens qui sont victimes, il va y avoir des millions de migrants, enfin, et puis il y a les guerres, il y a le génocide à Gaza. Qu'est-ce que ça nous dit de l'époque où nous vivons? Comment penser ce moment de déplacement quand même des choses, même si on savait que l'impérialisme américain, c'est quand même pas nouveau, hein, on n'est pas en train de l'apprendre, ou que tous les pays, tous les États sont devenus des États avec néolibéraux, enfin avec une forme de capitalisme, d'extraction. Euh, donc, comment tu penses ce monde-là, tu vois, comment tu penses ces nouvelles choses, et quelles sont donc les mobilisations, quelles sont les analyses que nous devons faire pour comprendre. Moi, qui viens de l'océan Indien, si tu veux, que vient de la Réunion, je suis aussi très sensible à la militarisation accélérée. C'est un océan très militarisé, qui va se militariser de plus en plus, parce que 30% du pétrole passe par là, que tu as d'abord les pays du Golfe là, l'Inde, tu as l'Afrique, toute l'Afrique de l'Est, tu as la Chine qui est pas loin, l'Australie, donc c'est très, 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 très important. Il y a déjà des bases américaines, françaises et anglaises, mais maintenant tu as des bases indiennes. Enfin, tout le monde veut y être, quoi, si tu veux. Tout le monde veut mettre la main là-dessus. Et donc, quels sont les avenirs, quel est l'avenir de pays dans cette course à l'extraction et dans cette course aux armements qui n'est pas la même chose que des années 70. Tu vois, donc, le renouveau aussi d'outils d'analyse. On ne peut pas plaquer les mêmes outils d'analyse qu'il y a que dans les années 70. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est de comprendre mieux les choses, de ce qu'on observe aujourd'hui. Et peut-être une des dernières choses dont je peux parler qui m'intéresse, de trouver une forme, alors peut-être un film ou peut-être d'autres formes, pour raconter les luttes à La Réunion dans les années que nous avons un peu rapidement évoquées, entre les années 50 et les années 80, c'est-à-dire sur cette petite île, quand même assez isolée, un vrai mouvement de masse est né, qui réunissait des dockers, des lavandières, des instituteurs, des fonctionnaires, qui étaient des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, des hindous, ou de rites afro-malgaches, et qui ont constitué un mouvement collectif, je veux dire, sans division. Et qu'est-ce qui les a portés, tu vois, à travers des archives de mes parents qui sont très riches en images et en textes. Donc de réexplorer ces archives et puis d'autres archives auxquelles j'ai eu accès, des archives personnelles, et peut-être donc de construire, de faire quelque chose qui rappellerait ça et qui mettrait ça pas en contraste, mais en conversation, si je puis dire, avec aujourd'hui, avec tout ce qui a changé aujourd'hui, tous les changements quand même qui ont eu lieu, quoi, parce qu'on est quand même, on n'est plus dans la même configuration qu'à l'époque. Donc, quels sont les nouveaux défis, les nouveaux possibilités aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui te fait encore, j'allais dire, courir? Parce que tu as énormément d'énergie, alors que tu racontes déjà une vie où tu as fait beaucoup de choses, tu as parcouru beaucoup, beaucoup de kilomètres, beaucoup de luttes. Tu décris en même temps un nouveau monde qui quand même euh, laisse peu laisse envisager, enfin laisse présager peu d'espoir. Je sais pas si c'est le bon mot, espoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as encore la force de te mobiliser? Quelle est cette qu'est-ce qui t'anime en fait? Alors, c'est vrai que ce que tu dis sur le monde actuel, on observe une contre-révolution globale. Quand tu disais qu'est-ce qui se passe, par exemple, qu'est-ce qui se passerait pour les femmes, on voit une contre-révolution globale, si tu veux, qui attaque des droits qu'on pensait acquis, le droit à l'avortement, à la contraception, en Argentine, aux États-Unis ou en Italie. Et puis tout d'un coup, il faudrait que les femmes se remettent à faire des enfants. Enfin, je veux dire, le président de la République française a parlé de réarmement démographique, et puis les attaques sur les peuples autochtones, sur les gays, les trans, ça. Donc c'est vrai, ça, je suis d'accord, il y a une contre-révolution globale, que tu passes de Javier Milei en Argentine à Trump, ou à Meloni en Italie, ou à Orban en Hongrie, ou à Poutine, je veux dire, c'est pas très, très, très gai. Et tout ça accentué par le désastre climatique. Mais alors, qu'est-ce qui m'anime?
Eh bien, c'est que quand même, je trouve que il y a toujours des raisons je sais pas, oui, de trouver de la joie et de trouver de la force. Moi, je trouve qu'il y a toujours des tas de choses à faire. Je trouve qu'il y a plein de gens formidables partout. Je suis admirative. Je sais pas, quand je suis invitée de voir que dans une petite ville, eh ben, il y a une femme assez jeune, plutôt jeune, je dis, par exemple, parce que j'en ai rencontré récemment, qui ouvre une librairie indépendante, tu vois, ou alors ailleurs, c'est une association qui fait des choses avec les migrants, ou ailleurs. Mais je trouve ça mais extraordinaire. Oui, je trouve ça me je suis admirative, contrairement au discours médiatique de dépressif ou tout ça. Certes, je ne vais pas nier l'inquiétude qui existe face à la montée du fascisme, pour parler comme ça, ou la montée des extrêmes droites et du racisme le plus décomplexé, comme on dit. Mais à côté, je vois des gens qui n'arrêtent pas de se battre, qui n'arrêtent pas de se battre. J'étais avec des mineurs isolés d'Afrique subsaharienne, donc qui ont traversé des épreuves absolument incroyables. Ils ont 15 ans, 16 ans, parfois plus jeunes, et ils sont là, ils sont à la fois pleins de vie et l'État ne veut pas leur donner les droits qu'ils ont comme enfants. L'État français a signé la Convention de protection de l'enfance mais ne la respecte pas. Mais ils sont là, ils occupent des endroits, ils sont soutenus. Mais je me dis, ils ont 15 ans, les petits-enfants de 15 ans ici, ils pleurent dès qu'il leur arrive quelque chose, mais eux, ils ont en eux une expérience et une force de vie qui va changer les choses, qui va changer la manière de voir. Donc c'est à la fois très dur, et à la fois, il y a vraiment le désir, quand je parle avec eux, ils ont le désir de faire quelque chose, et de se découvrir, que ce soit comme plombier ou comme réalisateur du cinéma ou comme avocat ou comme menuisier. Mmh. Si, si on veut, poursuivre ces réflexions, quel livre tu nous conseilles, tu conseilles par lesquels commencer, parmi les tiens, Françoise? Parmi les miens, Oui, je sais. si tu veux Écoute, en je pense que par exemple pour certains jeunes, je dirais les conversations avec Aimé Césaire, parce que voilà, c'est un homme de la génération de leur arrière-grand-père, on pourrait dire, ou leur arrière-grand-parent, mais qui a été un homme extraordinaire et qui, là, dans ses conversations, dit quelque chose à la fois de la difficulté qu'il a eu à devenir lui-même et en même temps de la possibilité de devenir lui-même. Ça peut être, tu vois, ça peut être pour des jeunes filles, parce que je pense beaucoup aux jeunes, je pense qu'un féminisme décolonial peut leur déclencher des désirs de comprendre plus de choses. Si tu veux, pour moi, c'est comment mes livres peuvent donner envie à en savoir plus, tu vois? C'est-à-dire, est-ce que mon livre va ouvrir des portes et qu'on va vouloir en savoir plus? C'est ça qui m'importe. C'est de déclencher la curiosité, tu vois, de désir d'en savoir plus. Ça, dans ce cas, donc tous les livres qui peuvent faire ça, je trouve, voilà, et c'est à chacun de trouver. Mais j'ai beaucoup confiance dans la jeunesse. Je la trouve formidable. Je trouve les jeunes filles, les jeunes hommes, et les jeunes trans, et les jeunes gays formidables. Les jeunes queer, je les trouve formidables. Je les trouve extraordinaires. Je les trouve extrêmement courageux. Extrêmement courageux. Je les trouve très formidables. super. Dernière question promis, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? À qui tu pourrais passer le relais, Françoise? Oh là là, je sais pas. Alors là, vraiment, je suis incapable de dire des choses comme ça. Il y aurait trop de monde. Je sais pas. Toute personne m'intéressera. Je vois pas qui m'intéresserait pas. Ouais, Alors en même temps, si tu veux, peut-être que je pourrais dire quelqu'un qui va me faire découvrir quelque chose que je ne connais pas. Tu vois? Donc pas d'accord. nécessairement quelqu'un, voilà, par exemple, quelqu'un qui va m'expliquer, je sais pas, moi, des trucs scientifiques, tu vois, que je vais comprendre et que je vais donc apprendre. Ça serait plutôt du côté d'apprendre. Plutôt du côté d'apprendre? D'accord. Plutôt Ouais, scientifique du coup, pour moi. science, Bah oui, d'accord. parce que si tu veux, par exemple, en histoire, oui, bon, si on me parle des temps babyloniens, j'apprendrai quelque chose. Malgré tout, je saurais un tout petit peu, malgré tout, j'aurais un peu une idée, même si j'apprends des choses.
Alors que en sciences, j'ai besoin d'apprendre. Oui, oui, je trouverais, si tu veux, si je peux apprendre comment des choses fonctionnent, tout ça, je trouve ça, oui. Là, j'apprends vraiment. Mmh. Bon, je te remercie beaucoup en tout cas, vraiment pour ta disponibilité, hein. C'est Merci. pas je l'ai pas précisé en début de d'habitude je précise, je sais pas pourquoi j'ai pas précisé, c'est, tu m'avais déjà fait cette joie-là voilà, de répondre très spontanément à mon invitation. C'était il y a quelques années déjà. Donc merci beaucoup Françoise, Merci, merci Mathieu. pour ça et puis on va suivre, ben, du coup tous ces projets, hein. J'espère que ce film-là verra le jour, qu'on pourra J'espère mettre des aussi. images sur tes récits, ce serait magnifique et puis voilà, tout le reste, je te souhaite, évidemment, plein de belles choses Françoise. Merci beaucoup. Moi aussi, je te souhaite plein de bonnes choses et merci de m'avoir invité à ton podcast.